Vous vouliez qu'on en parle, alors venez on en parle. On le sait, les mots ont leur importance. Et aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur la notion de respect. Alors avant toute chose, bonjour à tous, moi c'est Sketty. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plutôt actif sur TikTok. Vous pouvez me retrouver sous l'application. Je vous mets le lien de mon TikTok en description. C'est là où je suis le plus actif, c'est là où je poste le plus de vidéos. Et sur cette chaîne, je vais surtout tourner les vidéos un peu longues ou des notions que j'ai mises en plusieurs parties sur mon TikTok et qui seront directement en une seule partie ici pour plus de facilité, disons, à nous mettre dans le truc. Cette série de vidéos, les mots ont leur importance. C'est une série que j'ai commencé sur TikTok, une série à travers laquelle j'ai beaucoup parlé de la notion du respect sans la définir totalement parce que c'est une notion qui est assez complexe, assez longue et qui nécessite vraiment un réel temps pour se poser dessus. Et aujourd'hui, après tout ce temps, on va finalement se pencher dessus. Donc, aujourd'hui, comme on l'a dit, les mots ont leur importance et je vous propose de nous pencher ensemble sur la notion de respect. Déjà, ce que j'aime bien faire, c'est me pencher sur l'étymologie des mots. Et si on se penche sur l'étymologie du mot respect, on se rend compte que c'est un mot qui a été construit au fur et à mesure avec plusieurs mots. Premièrement, on a la notion respectus. Respectus, du latin, ça veut dire l'égard, la considération. Et on verra qu'on va beaucoup parler d'égard et de considération dans cette vidéo. Et le respect, ça vient aussi du verbe respicere. Le verbe respicere qui en latin signifie regarder en arrière, se retourner pour regarder. À savoir que respicere, ça vient également du verbe latin specere qui signifie regarder. Et lorsqu'on met le préfixe re, comme en français, pour passer de specere à respecere, on obtient regarder de nouveau et donc regarder en arrière, se retourner pour regarder. Mais c'est aussi un terme latin qui s'emprunte à un autre terme qui est le terme respectare, un autre verbe qui signifie avoir en vue et se préoccuper de. Ainsi, on voit déjà que le regard, c'est au centre du respect. On voit que, même étymologiquement parlant, le respect, ça renvoie beaucoup au fait de regarder, au fait d'observer, au fait de considérer, au fait de porter son attention sur quelque chose. À savoir qu'un peu dans le même thème, dans le latin, on a le mot spectrum, qui est le spectre visible, ce que l'on voit, et on a spectaculum, le spectacle. Et le spectacle en latin, c'est un mot qui est voisin du mot spec, S-P-E-K, qui a une origine indo-européenne, qui signifie voir, regarder. Mais spectaculum, le spectacle, c'est aussi en latin défini comme la vue, comme une merveille à voir. Et donc, on a encore ce côté d'importance et ce côté de vision. Ça, c'était pour l'étymologie. Maintenant, penchons-nous sur les 5 définitions du terme de respect. Parce que le terme de respect, c'est un terme polysémique. Donc, il a plusieurs sens. La première définition que l'on retrouve, c'est la définition suivante. Sentiment qui porte à apporter une considération à quelqu'un ou à quelque chose en raison de la valeur qu'on en reconnaît. Et là, on pourra se dire, bon, beaucoup de mots mis bout à bout, mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Tout d'abord, on peut se pencher sur la notion de sentiment. Une notion de sentiment sur laquelle on se penche énormément, parce que l'humain est un être de sentiment, comme la plupart des êtres vivants, et donc, c'est une notion qui est au cœur de notre vie. À savoir que, vous pouvez le voir sur ma chaîne TikTok, dans l'épisode 18 des mots ont leur importance, la notion de sentiment, c'est une notion qui renvoie à l'impression. L'impression, c'est la connaissance plus ou moins consciente des choses qui nous touchent. Et justement, le sentiment, ça renvoie aux notions de ressenti et de sentir, et donc au sens du toucher. Les sentiments, c'est typiquement ce qui nous touche. Et la notion de sentiment, ça renvoie aussi à l'appréciation morale suite à ce qui nous touche justement. En psychologie, on parle plutôt de capacité cognitive lorsqu'on parle de sentiment, à savoir le fait de se sentir vivant, le fait de reconnaître en soi ces différents états mentaux et donc notre manière d'être vis-à-vis de stimulus, vis-à-vis de choses qui nous touchent dans notre vie. D'un point de vue plus sociologique, lorsqu'on parle de sentiment, on parle vraiment de quelque chose qui peut mettre en place des émotions, donc des choses qui vont nous toucher, mais d'une manière moins durable, là où le sentiment c'est beaucoup plus durable, et donc quelque chose qui n'est pas directement en lien avec la réalité, mais plutôt avec une vérité. Le sentiment, c'est la vérité corporelle, donc notre vérité au niveau du corps, qui fait suite à notre contact, on va dire, avec la réalité psychologique, la réalité psychique. En clair, on a un stimulus extérieur, donc quelque chose de l'ordre du réel, qui vient nous toucher. Donc psychologiquement, on a ce contact-là. Et derrière,
Ce toucher vient faire apparaître un ressenti, vient faire apparaître un sentiment qui est la manifestation donc de ce stimulus, de ce contact avec le réel et qui crée en nous cette vérité, ce sentiment, d'où la notion de vérité corporelle. Mais donc, revenons un peu plus sur la question du respect, ce sentiment qui porte à accorder la considération, etc. Penchons-nous sur le terme de porter. Le fait de porter, c'est le fait d'un côté de soutenir, donc il y a une notion de poids, c'est le fait de produire en soi. Lorsqu'on dit je porte la vie, par exemple, c'est le fait d'avoir en soi aussi, donc dans le même sens. Mais là, à ce niveau-là, on parle beaucoup plus d'avoir et pas forcément de procréer. Mais le fait de porter, c'est aussi le fait de diriger, le fait d'orienter, le fait d'entraîner, le fait d'inciter, le fait d'appuyer et le fait de toucher quelque chose. Donc on voit que quand on porte quelque chose, on se met dans une certaine position, dans une certaine disposition. Donc c'est pas quelque chose qui est anodin. Maintenant, penchons-nous sur le terme de accorder. Ce sentiment qui porte à accorder une considération. Lorsque l'on parle d'accorder, on parle du fait de consentir à admettre quelque chose. En ce sens, on vient donner, permettre quelque chose à quelqu'un. On vient se mettre en accord et mettre en harmonie notre vision des choses vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de la vision que cette personne renvoie. Et donc, il y a une sorte d'équilibrage qui est fait. Et il y a aussi une sorte de domination. Encore une fois, on n'est pas dans une position neutre lorsqu'on vient accorder quelque chose à quelqu'un. On est dans une position de domination parce qu'on est dans le pouvoir d'accorder. On est dans cette position justement d'être potent, d'être en potentiel avec le pouvoir, de pouvoir décider justement pour la personne qui est en face. Et donc décider de considérer comme accordable, comme acceptable ce que l'on voit en face. En l'occurrence, accorder, trouver acceptable d'accorder une considération à quelqu'un. Mais donc, qu'est-ce que la considération? Je vous l'avais dit, ça va être assez long. La considération, c'est le fait de reconnaître, c'est le fait d'identifier, de savoir repérer, on va dire, dans certaines choses que l'on a déjà vues, justement, ce sentiment de déjà vu. Mais on reviendra sur le terme de reconnaître, ne vous en faites pas. Donc jusque-là, dans la définition du respect, la première définition du respect, on a définit les termes de sentiment, les termes de portée, les termes d'accorder et les termes de considération, à savoir la moitié de la définition. Maintenant, ce qui nous reste à définir, c'est la question de valeur et de nouveau la question de reconnaissance. Alors, qu'est-ce que la valeur? La valeur, on l'a déjà définie d'ailleurs dans plusieurs des épisodes des mots ont leur importance, notamment l'épisode précédent qui est disponible sur cette chaîne YouTube. La valeur, c'est ce en quoi une personne est digne d'estime. La dignité et l'estime qui font partie d'ailleurs des termes que l'on a évoqués et définis dans l'épisode précédent. Mais on définit ici également la valeur comme une forme de courage, donc une force morale, le fait de ne pas avoir peur. La valeur, c'est défini comme un caractère mesurable en tant que susceptible d'être échangé ou désiré. Donc la valeur, c'est quelque chose qui peut être mesuré et c'est quelque chose que l'on peut donner, reprendre ou voler. Exemple, voler des objets de valeur. Mais la valeur, c'est aussi désigné comme la qualité estimée par jugement de quelque chose. Et donc, l'estime et le jugement étant la même chose, on voit bien que lorsqu'on parle de valeur, on parle de qualité, on parle de quelque chose qui serait précieux. Tout comme on dit que la valeur, c'est la qualité de ce qui produit l'effet souhaité. Et donc, on retrouve encore cette thématique du souhait, cette thématique de quelque chose que l'on revendique, de quelque chose que l'on souhaite obtenir. La valeur devient alors une sorte d'objectif de vie. Et c'est très intéressant de se pencher sur cette définition et sur cet aspect de la définition, parce que la dernière définition de la valeur, c'est quelque chose qui est vrai, qui est beau et qui est bon. Et on le sait, ces trois critères, ce sont des critères qui, dans notre société, sont le but à atteindre ultime d'une vie. Le bien, la vérité et la beauté. La notion de bien que j'ai elle-même définie dans l'épisode 3, des mots ont leur importance sur ma chaîne TikTok, encore une fois. Alors on peut se pencher de nouveau sur la question de la reconnaissance. On l'a dit, la reconnaissance est le fait d'identifier de mémoire et de retrouver comme connu quelque chose que l'on a connu. Par exemple, si vous avez habité longtemps dans une ville et que vous revenez dans cette ville, vous allez reconnaître des endroits. Et pour les reconnaître, il faut d'abord les avoir connus une première fois. Et c'est pour ça que c'est aussi en lien avec la mémoire. Il faut les avoir connus et les avoir en mémoire. Si vous les avez connus mais que vous les avez oubliés totalement, que vous ne les avez plus en mémoire, vous ne pourrez pas reconnaître ces nouvelles choses. Mais vous allez les redécouvrir, les découvrir de nouveau.
Mais de la même manière, le fait de reconnaître, c'est le fait d'admettre, c'est le fait d'avouer. Je reconnais mes torts, par exemple. Et c'est aussi le fait de venir chercher à connaître. Vous allez faire de la reconnaissance, par exemple, dans un quartier. Chercher à savoir ce qu'il se place ici et là, chercher à connaître les intérêts, à connaître des choses, repérer des choses dans ce quartier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la reconnaissance, il y a aussi cette question d'admettre l'existence de quelque chose. Et ça rejoint un petit peu ce truc d'admettre, d'avouer la vérité, puisque la vérité, c'est propre à ce qui existe, propre à ce qui n'est pas imaginaire. Et donc, lorsqu'on fait une reconnaissance ou la reconnaissance de quelque chose, parallèle politique, récemment, il y a eu la reconnaissance de la Palestine, on en reconnaît l'existence, on reconnaît qu'elle existe, que ce n'est pas quelque chose qui a été imaginé et conçu. Et donc, on reconnaît que cet objet de reconnaissance est quelque chose de vrai, quelque chose qui est propre au réel. Et pour finir, dans le terme de reconnaissance, on a aussi le fait de faire preuve de reconnaissance, qui peut être associé à de la gratitude. Et la gratitude, c'est le fait d'exprimer un sentiment affectueux suite à un bienfait qui nous a été fait. Un bienfait, bien et fait, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable qui a été fait, qui a été réalisé vis-à-vis de nous. Et donc, on voit bien que la reconnaissance est quelque chose qui fait appel à notre regard sur les choses, à un témoignage, on va dire, de notre part, et au fait d'admettre la véracité ou non de quelque chose. Donc, avec toutes ces définitions, avec toutes ces notions que l'on comprend davantage maintenant, on peut déjà se dire que lorsque l'on entend que le respect, c'est un sentiment qui porte à accorder une considération en raison de la valeur de quelque chose que l'on en reconnaît, on entend que le respect, c'est le fait de se sentir, de devoir accepter, d'être en accord avec la dignité que l'on cherche ou que l'on retrouve chez quelqu'un ou quelque chose. Parce que justement, le respect, c'est tout d'abord un sentiment. Le respect, c'est tout d'abord quelque chose qui se ressent au fond de soi et quelque chose que l'on accepte ou non de ressentir et, je grille quelques étapes, d'exprimer par la suite. Et le respect, ça fait partie de cette chose-là, de se dire, voilà, la personne en face mérite mon respect. La personne en face, je reconnais qu'elle est digne. Je reconnais qu'elle a une valeur intrinsèque, comme on le disait dans l'épisode précédent. Je reconnais qu'elle a un prix. Je reconnais, après m'être penché sur elle, après l'avoir considérée justement, après avoir porté mon importance sur cette personne, je reconnais avoir trouvé un prix, avoir trouvé de la valeur, avoir trouvé quelque chose qui la rend digne de mes faveurs. Et on dit aussi qu'on retrouve cette chose-là chez quelqu'un, parce que des fois, c'est vraiment une recherche suite à, par exemple, une perte, donc la perte du respect de quelqu'un ou quelqu'un qui a perdu votre respect. Le respect, comme c'est un sentiment, ça peut venir, ça peut partir, ça peut se perdre, ça peut se retrouver. Et c'est là où déjà, on voit que la notion de respect, c'est quelque chose qui est très fluctuant, qui dépend de chaque individu, puisque c'est propre à ce qui nous touche, propre à ce que l'on considère comme digne ou non, et propre à une certaine honnêteté, j'ai envie de dire, de notre part, dans le fait de reconnaître justement que des personnes sont dignes et que des personnes méritent une certaine faveur. Sachant que, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, tout le monde est digne de quelque chose. Tout le monde a une certaine valeur, qu'on la reconnaisse ou pas. Et donc, reconnaître ou non du respect dans quelqu'un, c'est vraiment propre à, pour moi en tout cas, cette réelle honnêteté, on va dire, et cette reconnaissance possible ou non de l'existence de la valeur de quelqu'un. Bien que la valeur est propre à notre morale et est propre à comment on regarde les choses. Ça, c'était pour la première définition. Passons à la deuxième. La deuxième définition du respect, c'est le témoignage de respect. Et là, on peut se dire, oh, comment se fait-il que dans la définition d'un mot, il y ait le mot lui-même? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on peut exprimer son respect. Et que exprimer son respect, c'est faire preuve de respect. Et donc, c'est une nouvelle chose, une nouvelle nuance du mot. Je vous avais dit que ça serait compliqué. Mais donc, maintenant qu'on sait ce qu'est le respect en termes de sentiment, penchons-nous sur ce qu'est le témoignage de ce sentiment. Qu'est-ce que le fait de témoigner? Un témoignage, c'est la déclaration de ce qu'on a vu ou entendu, donc ça rappelle encore une fois les sens, qui vient servir à l'établissement de la vérité. Une nouvelle fois, beaucoup de mots et on va se pencher sur à peu près chacun d'entre eux. Déjà, la déclaration. Étant donné que c'est un petit peu la notion première de ce terme, on va se pencher dessus. Une déclaration, c'est un discours ou un écrit qui vient faire aveu de ce que l'on éprouve. Et là, faire aveu de ce que l'on éprouve, ça fait déjà écho au respect.
parce qu'on vient être honnête vis-à-vis de ses sentiments. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, lorsque l'on vient avouer ses sentiments à quelqu'un, qu'on lui fait une déclaration, que ce soit une déclaration amoureuse, amicale, familiale, etc. etc. Et une nouvelle fois, dans le terme de témoignage, dans cette déclaration, on a la notion d'affirmation de l'existence, pour soi en tout cas. Donc le fait que l'on affirme que pour nous, quelque chose existe. Et donc, on voit bien que ça fait vraiment appel à un besoin, on va dire, de connaissance des manifestations de quelque chose. Pour pouvoir connaître quelque chose, pour pouvoir avouer connaître quelque chose, pour pouvoir avouer ressentir quelque chose, pour pouvoir avouer que quelque chose existe, dans tous ces cas-là, il faut d'abord connaître les manifestations de cette chose. On ne peut pas dire « j'avoue que j'ai ressenti une présence » si on ne sait pas ce que c'est une présence. On ne peut pas dire « j'avoue que cette présence existe » si on ne sait pas ce qu'est cette présence. Et donc, ça rappelle encore une fois cette notion de la reconnaissance. Ensuite, on a le terme de servir, parce que le témoignage, c'est la déclaration de ce qu'on a vu qui sert à établir la vérité. Mais qu'est-ce que le fait de servir? C'est le fait de s'acquitter d'une obligation. C'est le fait d'aider, c'est le fait d'appuyer en utilisant sa peine, en utilisant quelque chose que l'on doit à quelqu'un. Par exemple, lorsque vous servez de l'eau, vous utilisez votre corps pour faire quelque chose pour quelqu'un, et même si ce n'est pas un dû pour vous de lui servir de l'eau, même si vous ne devez pas lui servir de l'eau, vous utilisez votre peine, vous utilisez vos capacités motrices pour pouvoir faire ce geste. Et c'est là où on parle de service. Et c'est pourquoi servir, c'est à la fois le fait d'être utile et le fait d'utiliser. Mais on reviendra dessus plus tard. Penchons-nous d'abord sur la définition, sur la notion de l'établissement. Puisqu'on a dit, encore une fois, je me répète, qu'un témoignage, c'est la déclaration de ce qu'on a vu et entendu qui sert à l'établissement de la vérité. Établir, c'est le fait de fonder et c'est le fait de prouver. On a encore cette notion de fiabilité et d'honnêteté. Mais établir, c'est surtout le fait d'installer pour exploiter. Et exploiter, c'est le fait de tirer parti, d'utiliser, encore une fois, en avantage, se servir de quelque chose. Et là, on passe au fait de servir à la notion de se servir. Lorsque vous vous servez de quelque chose, vous êtes dans une position dominante sur cette chose, pardon. Et donc, en ce sens, ce que l'on a vu ou entendu dans le témoignage de notre respect, ce que l'on a vu ou entendu, donc ce que l'on a reconnu comme digne de notre respect, si on revient à la définition d'avant, eh bien, ces éléments-là, on va s'en servir, on va les utiliser, on va les réduire à des objets de notre manipulation, on va dire, et on va en tirer parti pour mettre en place, pour établir la vérité. Alors, on peut se demander à ce moment-là, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, la vérité, c'est quelque chose que l'on a également plusieurs fois défini sur TikTok. Mais, et vous aurez raison de me le dire, on n'est pas sur TikTok. Vérité, c'est défini comme quelque chose à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment. Et l'assentiment, c'est le fait de venir acquiescer de manière passive ou active. Donc, en un premier jet, on voit que la vérité, c'est quelque chose qui impose à notre esprit d'être en accord avec. Parce que justement, la vérité, c'est une idée, c'est une opinion, c'est quelque chose qui mérite, on va dire, qui est digne de notre assentiment, donc de notre accord entier. Parce que la vérité, c'est défini comme une connaissance qui est conforme au réel. Le réel qui est défini comme l'expression sincère et vraie de quelque chose. Et donc toute une forme d'honnêteté, toute une forme de quelque chose qui n'est pas mensonger, qui n'est pas imaginaire, de quelque chose qui existe réellement, justement, de quelque chose qui est vrai. Mais il faut savoir aussi que la notion de vérité, c'est quelque chose qui peut être propre à la conformité au sentiment du réel. Et donc, la vérité, ça peut être quelque chose qui fait appel à nos sentiments, justement. À notre sentiment que quelque chose existe, à notre sentiment que quelque chose est vrai, que quelque chose n'est pas infondé, que quelque chose prend appui dans la réalité. La réalité étant cette chose que personne ne peut réfuter. Et là, on commence à basculer dans quelque chose de beaucoup plus philosophique, qui est la différence entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est quelque chose qui est propre à nos ressentis, comme on l'a vu. C'est quelque chose qui est propre à nos sentiments, c'est quelque chose qui fait appel à ce que l'on voit. Là où la réalité, c'est pas du tout propre à nos perceptions. La réalité, c'est là. Et lorsqu'on vient
se positionner sur la réalité, on vient se mettre dans la vérité. Par exemple, si on se dit, dans la nature, il y a des arbres. C'est un fait, c'est réel, dans la nature, il y a des arbres. Du moins, il y a des objets que l'on définit comme des arbres. Si l'on vient se dire, par exemple, cet arbre est et a été créé par une entité supérieure, c'est une vérité, c'est sa vérité. C'est comment on se positionne sur la réalité qui est, il y a un arbre devant soi. Ça ne veut pas dire que cette vérité est fausse. Ça ne veut pas dire que cette vérité est propre à la réalité. Ça veut simplement dire que c'est votre positionnement vis-à-vis de ce que vous observez de la réalité. Et ça, c'est propre à vos MI. On va faire un petit peu de psychologie. Vos MI, c'est vos mécanismes interpersonnels interprétatifs. En clair, comment chaque personne est à même, de par ses capacités cognitives, psychologiques et autres, de pouvoir interpréter les choses qu'il voit dans la vie. C'est un terme qui est emprunté à John Bowlby, qui a fait notamment les théories de l'attachement, avant que Mary Ainsworth vienne davantage les mettre en avant avec l'attachement désorganisé, etc. Et ce que nous dit Bowlby d'ailleurs, c'est que suite à ces MI, suite à ces mécanismes interpersonnels interprétatifs, on a des MIO, des mécanismes internes opérants. Ce qui fait que, suite à comment on interprète les choses, on a en nous des choses, des mécanismes qui viennent nous permettre d'agir. Donc, par exemple, si on garde cet exemple de l'arbre et de la divinité supérieure, si on vient se dire, voilà, il y a une divinité supérieure qui crée des arbres, on peut venir agir différemment par rapport aux arbres. On peut venir se dire, moi, je déteste cette divinité et donc je vais couper tous les arbres pour la faire chier, tout comme je peux me dire, j'adore cette divinité, donc je vais prendre soin de tous les arbres. Vos MIO, vos mécanismes internes opérants, sont très en lien avec vos croyances. C'est un petit peu ce que l'on retrouve dans les théories et les prophéties autoréalisatrices, notamment dans l'effet Pygmalion, le fait que nos croyances influencent nos actions. Bien, John Bowlby le définissait avec les MI et les MIO. Mais revenons-en à nos moutons. Donc ça, c'était pour la question de la réalité et de la vérité. Et donc, un témoignage étant une déclaration de ce qu'on a vu ou entendu servant à l'établissement de la vérité, le témoignage du respect, en ce sens, ça devient notre manière de venir affirmer ce qui, pour nous, est véritable, en prenant à partie des choses que l'on a désignées comme dignes de respect, donc dignes d'être acceptées comme bon, d'être accepté comme respectable, comme digne, comme méritant chez quelqu'un ou chez quelque chose. Et ce qui est intéressant avec cette définition, avec ce témoignage de respect, c'est que culturellement, pour plusieurs cultures et sociétés, c'est une forme de politesse. Et là, on peut se demander, qu'est-ce que la politesse? La politesse, en fait, c'est l'ensemble des règles qui régissent un comportement ou un langage à adopter dans une société. Encore une fois, le respect étant une forme de politesse, la politesse étant propre à chaque société et aux règles de chaque société, le respect est différent en fonction de chaque société, de chaque individu de chaque société, de chaque règle de chaque société, et évidemment du ressenti, de l'expression de l'honnêteté de chaque individu dans chaque société et dans chaque groupe social. Donc le respect, encore une fois, c'est quelque chose qui est polysémique et qui se définit différemment à la fois entre chaque société, entre chaque groupe social et entre chaque individu, si tant est que chacun de ces objets d'étude soit honnête avec soi et reconnaisse réellement les choses. Oui, c'est dur et on en est qu'à la deuxième définition. Mais donc, la politesse, ces règles qui régissent un comportement ou un langage à adopter dans une société. Déjà, qu'est-ce que le fait d'adopter? Le fait d'adopter, c'est le fait de traiter et de prendre pour appartenance. À savoir qu'on a tous, en tant qu'humains, un besoin d'appartenance. Le besoin de se rapprocher d'un groupe, de se sentir comme appartenir à un groupe. Et donc, lorsqu'on vient adopter des choses ou quelqu'un, on vient décider de suivre, on vient approuver la présence, on vient reconnaître quelqu'un ou quelque chose comme étant le sien, comme appartenant à soi. C'est pourquoi on peut adopter des choses, adopter des personnes, donc dire qu'elles font partie de notre groupe, tout comme lorsque l'on vient adopter des choses, on ne vient pas simplement dire qu'ils font partie de notre groupe, on vient dire que nous ne faisons qu'un. Ces choses appartiennent à soi. Alors on va faire un petit parallèle un petit peu social pour venir se pencher sur l'adoption. L'adoption, c'est le fait d'approuver. C'est pourquoi, dans les termes juridiques, on dit qu'on adopte une loi, c'est qu'on vient
approuver quelque chose par un vote. Et donc, on vient juger quelque chose comme bon. C'est ça, approuver. On vient donner son accord vis-à-vis de quelque chose parce qu'on le trouve bon, on le trouve juste. Et donc, c'est très en lien avec la morale et avec chaque société, avec chaque groupe. Mais ce qu'il faut aussi noter dans cette adoption, c'est qu'il y a plusieurs parties, parce que c'est un vote. Donc on a d'un côté les opinions exprimées, donc des décisions, des jugements qui sont exprimés, à savoir que exprimer, le terme exprimer, c'est pas anodin, ça signifie sortir par pression, rendre sensible et manifester. Rendre sensible, donc rendre touchable, on va dire, vis-à-vis de nos sentiments, vis-à-vis de nos sens, rendre accessible. Et dans un vote, il y a aussi, mis à part ce partage d'avis, ce partage d'opinions exprimées, il y a aussi un côté de délibération. C'est-à-dire qu'il y a un examen réfléchi, donc un jugement qui est réfléchi entre plein de personnes, quelque chose qui est considéré avec attention, et ça veut dire qu'il y a donc une réflexion. Et la réflexion, c'est le fait de revenir ou de changer dans des directions. Donc un vote, c'est aussi tout un cheminement, tout un voyage de la pensée, de sentiments. Et pour rappel, dans un vote, il y a plusieurs parties, c'est-à-dire qu'il y a une division de la pensée et que c'est pas forcément égal. Et donc, si on remonte le haricot, on comprend que lorsqu'on vient adopter quelque chose, c'est tout un parcours qui est fait dans notre tête, qu'il y a plusieurs parties qui viennent réfléchir. C'est aussi pour ça qu'on dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore, parce qu'on est une personne en plusieurs parties. On a plusieurs choses qui nous permettent de réfléchir, d'interpréter des choses, de les comprendre, de les connaître, de les reconnaître ou non. Selon l'importance que l'on place derrière chaque partie de notre être, les décisions seront différentes et ce que l'on finit par exprimer, ce que l'on finit par sortir sous la pression que l'on exerce sur nous-mêmes, eh bien, c'est pas forcément quelque chose qui est, on va dire, unanime en nous. Tout comme une adoption, c'est quelque chose qui peut être très mal vécu, que ce soit par la personne adoptée ou la personne adoptante, parce qu'on peut se sentir dans l'envie d'adopter quelque chose, mais ça peut être très en lien justement avec notre interprétation et ce que l'on recherche derrière cette adoption. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas adopter tout le monde comme ça et qu'il y a vraiment des règles, qu'il y a vraiment des choses qui sont faites derrière pour savoir pourquoi, comment et jusqu'où vous voulez adopter quelqu'un ou quelque chose. Ce qui n'est pas fait dans le respect. Parce que lorsque l'on vient se pencher sur cette notion de respect liée à la politesse, on vient voir que ce respect, c'est le fait et la manière d'observer les usages et les actions et les paroles qui sont jugées comme de bons usages. Donc, il y a une partie de vous qui n'a pas le choix que d'accepter, que d'adopter ces règles. Parce que vous faites partie de la société et donc vous vous pliez aux règles de la société. Vous devez d'accepter ces règles. Et donc, parfois, pour certaines personnes, le respect dont elles font preuve, le respect qu'elles viennent exprimer, ce témoignage de respect, ce n'est pas propre à quelque chose qu'elles jugent comme respectueux. Ce n'est pas propre à quelque chose qui les touche, ce n'est pas propre à quelque chose qu'elles jugent comme digne de respect, comme digne de valeur. C'est juste qu'elles ont adopté des codes d'une société. Et je trouve ça aussi important de se poser la question, qu'est-ce que vous trouvez respectueux et pourquoi vous le trouvez respectueux? Est-ce que vous avez toujours trouvé ça respectueux? Est-ce qu'avant vous trouviez ça irrespectueux et maintenant vous trouvez ça irrespectueux? Pourquoi, etc., etc. C'est assez intéressant. Et donc, en ce sens, pour la seconde définition, du moins pour la deuxième définition, on peut dire que le respect, c'est le fait d'affirmer avec véracité son sentiment d'accord avec quelqu'un ou quelque chose à travers des actes ou des paroles sociétalement morales. On peut maintenant passer à la troisième définition. Il y en a 5 en tout, après je vous laisse tranquille. Après, vous me direz, c'est vous qui avez voulu. La troisième définition du respect nous dit que le respect, c'est la considération que l'on porte à quelqu'un ou à quelque chose, jugé comme bon, avec le souci de ne pas lui porter atteinte. Alors, j'ai trouvé cette définition très intéressante, parce que justement, je trouve qu'il y a encore cette notion que l'on trouve dans l'adoption, qui est le fait d'avoir un peu peur, de se mettre dans une position où on accepte des choses que habituellement on n'aurait pas acceptées. Et donc, c'est assez intéressant comment chaque définition renvoie à celle d'avant. Mais penchons-nous d'abord sur chacun de ces mots. La considération. Qu'est-ce que la considération? La considération, c'est le fait de consentir à admettre, c'est le fait d'équilibrer à la personne qui est dominante. C'est ce qu'on a vu dans la première définition. Ensuite, on a le fait de porter, qu'on a vu aussi dans la première définition, qui est le fait de soutenir, de prendre sur soi, mais aussi le fait de se mettre dans une position où on vient diriger, entraîner des choses, etc., etc. Ensuite, on a la notion de jugement. Considération que l'on porte à quelque chose ou quelqu'un jugé comme bonne ou bon. Le jugement, encore une fois, c'est le fait de soumettre à une décision.
c'est le fait de prendre position sur quelque chose. Lorsque vous venez juger quelqu'un ou quelque chose, vous venez vous mettre dans une position dominante sur cette personne, vous voulez vous placer comme supérieur et donc vous imposez votre décision et votre choix, votre positionnement à cette personne. C'est pourquoi lorsqu'on parle de jugement, on dit que vous jugez comme ou que vous êtes jugé comme. Il y a vraiment cette détermination, cette notion de domination et de comparaison. Lorsque vous êtes jugé, ce n'est pas votre existence qui est remise en cause directement, dans le sens où on vient modifier, on va dire, votre apparence, mais votre apparence réelle n'est pas la même. On vient établir une vérité sur vous. C'est un petit peu pareil pour le stigmate. Lorsqu'on vient vous stigmatiser, vous mettre une étiquette qui porte atteinte à votre intégrité et à votre réputation, on ne vient pas directement casser la personne que vous êtes. Ça se passe lorsque vous intégrez le stigmate à vous et lorsque vous devenez ce stigmate, à force d'être comparé tout le temps à ce stigmate. Mais en premier lieu, lorsque vous êtes jugé, stigmatisé ou considéré comme, eh bien justement, vous êtes considéré comme. Et c'est vraiment un élément de comparaison. On vous compare à quelque chose. Et donc, d'abord, vous n'êtes vraiment pas cette chose. Donc ensuite, dans la définition, ce que j'ai trouvé intéressant, sur lequel revenir, c'est encore cette notion de bon, mais ça, on est revenu plusieurs fois dessus. Bon, c'est un mélange de bien et de juste, donc quelque chose vers lequel on tend, quelque chose qui est jugé comme acceptable, comme quelque chose que l'on doit rechercher à tout prix. Donc je ne pense pas qu'il y ait besoin en tant que tel de se pencher plus que ça sur ce terme, étant donné le nombre de fois où on est revenu dessus. Et ensuite, on a le terme de souci. Considération que l'on porte à quelque chose ou quelqu'un, jugé comme bon avec le souci de ne pas lui porter atteinte. Le souci, c'est la préoccupation inquiète. Et une préoccupation, c'est ce qui occupe l'esprit. Parce qu'une préoccupation, c'est ce qui détermine un état d'esprit. Et lorsqu'on vient dire déterminer, c'est vraiment poser un cadre, indiquer, entraîner, être la cause de quelque chose. Donc là, la préoccupation, c'est ce qui vient être la cause d'un certain état d'esprit. L'état d'esprit étant justement une manière d'être, une manière de ressentir les choses, des attitudes et un état justement qui est propre à notre ressenti, à notre, comment dire ça, à la conséquence finalement de la cause de notre préoccupation. Par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec l'arbre et la divinité supérieure, vous pouvez être préoccupé par l'état de l'arbre, puisque derrière l'état de l'arbre, ce qui vient vous toucher, c'est comment ça va atteindre pour vous cette divinité. Et donc, ça vient occuper votre esprit. Vous venez être focus sur quelque chose. Vous venez vous tourner vers. Mais la préoccupation, c'est aussi un intérêt qui est soutenu vers quelque chose ou sur quelque chose. Et un intérêt, c'est un préjudice. C'est quelque chose qui est vu comme une perte de bien. On reviendra dessus. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'un intérêt, c'est à la fois une perte de bien et quelque chose qui importe, quelque chose qui convient, quelque chose qui nous revient. Par exemple, les intérêts d'une banque, pour elle, c'est un revenu, mais pour vous, c'est un préjudice. Et je trouve ça aussi intéressant à mettre en avant dans cette société capitaliste, parce qu'un intérêt ici, ça peut être aussi la recherche d'avantages. Et lorsqu'on place des intérêts dans quelque chose, on vient placer une certaine attention favorable dans cette chose-là. Donc, placer une attention qui mérite notre faveur, qui mérite nos avantages, qui mérite nos grâces. Et donc, l'intérêt, ça a vraiment une dimension de la valeur et des conséquences pour soi. Pour mesurer les intérêts, il faut mesurer la valeur de la chose et les conséquences pour soi. C'est comme ça qu'on peut basculer vers le dernier mot de cette définition, l'atteinte. Je vous redis la définition encore une fois juste pour le kiff. Le respect étant la considération que l'on porte à quelqu'un ou quelque chose jugé comme bon avec le souci de ne pas lui porter atteinte. Qu'est-ce que l'atteinte? L'atteinte, c'est la possibilité d'atteindre. La possibilité étant le pouvoir. L'atteinte est donc directement le pouvoir de proximité. Et l'atteinte, c'est aussi défini comme le dommage. Dommage qui rappelle le préjudice, étant la perte d'un bien par autrui. Parce que lorsque vous avez un préjudice, c'est quelqu'un d'autre qui vient vous faire ce préjudice. C'est quelqu'un d'autre qui vient vous enlever du bien. C'est quelqu'un d'autre qui vient justement vous causer du tort. C'est pour ça qu'on dit, lorsque c'est un dommage ou un préjudice, que c'est quelque chose qui vous est nuisible. C'est quelque chose qui vous fragilise. C'est quelque chose qui va à votre encontre. Et c'est très intéressant de voir ça parce que on dit du coup que ça éloigne le bien de vous. Ça fait que vous perdez du bien. Et donc, on peut se dire, vu que le bien
est l'opposé du mal, ça rapproche le mal de vous. Mais qu'est-ce que le mal? Le mal, en réalité, c'est quelque chose qui vous rend sensible, c'est quelque chose qui vous rend vulnérable. Et c'est vu comme mal, comme mauvais dans cette société, parce que dans cette société patriarcale, ce qui est vu comme bien, c'est les choses qui nous rendent insensibles. Parce que qui dit insensible dit loin de ses sentiments et donc loin de la faiblesse. Et donc qui dit loin de la faiblesse dit fort. Qui dit fort dit homme dans cette société. C'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant de se pencher sur les mots. Parce que les mots ont leur importance. Mais il faut rappeler qu'à la base, le mal, c'est quelque chose qui est contraire aux intérêts, justement. C'est quelque chose qui nous est défavorable, c'est quelque chose qui est contraire au modèle donné. Ce qui rappelle, encore une fois, le patriarcat. Quelque chose qui est mal en soi, c'est quelque chose qui est difficile, quelque chose qui place un certain effort. Lorsque vous avez du mal à faire quelque chose, c'est pas forcément quelque chose qui vous est nuisible, c'est quelque chose qui vous est difficile, c'est quelque chose pour lequel vous devez persévérer, vous devez placer des efforts, vous devez continuer malgré la difficulté. Et donc c'est pourquoi le mal va avec le bien. Plus vous avez du mal à faire quelque chose, plus en atteignant votre objectif, donc en atteignant le bien, vous serez dans le bonheur. L'échec est une condition de la réussite. Mais l'atteinte, ça fait aussi écho au terme de trouble. Et le trouble, ou du moins quelque chose de trouble, c'est quelque chose qui n'est pas limpide. C'est quelque chose qui a des éléments obscurs. Et là, encore une fois, ce terme, il n'est pas anodin. L'obscurité, le noir, c'est quelque chose qui est mal dans cette société parce qu'on est dans une société raciste. Raciste de manière systémique. Et donc, dans ce système, dans cette société raciste, tout ce qui est propre au noir, à l'obscurité, à la sombritude, c'est quelque chose qui est mal vu. Et donc, quelque chose de trouble, n'étant pas limpide, n'étant pas transparent, n'étant pas clair, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui nous éloigne du bien, quelque chose qui nous met dans le mal. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que lorsqu'on vient se pencher sur la notion de limpide, on a vraiment cette question de transparence, cette question de clarté et cette question d'intelligibilité. Ce qui est limpide n'est pas intelligible. Et là, pour moi, peut-être que je vais trop loin dans mon analyse, vous vous faites votre avis dessus, pour moi, c'est encore un écho au système dominant dans lequel on vit aujourd'hui. Système qui, en plus d'être patriarcal, en plus d'être raciste, est misogyne. Parce que ce qui est intelligible, c'est quelque chose qui peut être compris. Or, on le sait, le cœur a des raisons que la raison ignore. Et donc, tout ce qui est vu comme émotionnel, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mal vu. Et qui est-ce qu'on définissait comme des êtres totalement émotionnels et dénués de raison? Les femmes. Encore un critère qui est mis en avant pour pouvoir prouver la domination des hommes sur les femmes. Et donc, pour être clair, pour être intelligible, pour ne pas être troublé, il ne faut pas être proche du cœur, il ne faut pas être proche de ses émotions, il faut davantage être proche du raisonnable, de quelque chose qui est proche de la réalité et non pas de la vérité, troublée justement par nos émotions. Pourtant, le respect est un sentiment, le respect est propre à nos émotions et propre à ce qui nous touche. Le respect n'est pas quelque chose de rationnel. Ceci étant dit, en se repenchant donc sur cette troisième définition, qui est la considération que l'on porte à quelqu'un ou quelque chose jugé comme bon avec le souci de ne pas lui porter atteinte, on comprend donc que le respect sous cette définition, sous cette forme, c'est le fait de consentir que l'on soutient la position prise sur quelque chose ou quelqu'un avec la préoccupation de ne pas tourner le mal vers lui ou vers elle. En d'autres termes, c'est un peu le fait d'assumer que l'on est d'accord avec la prise de position que les gens ont pris sur quelque chose ou quelqu'un, donc sur la manière dont quelque chose est jugé, en s'inquiétant sur le fait que cette chose, on ne va pas lui apporter du mal. Ça, c'était pour la troisième définition. On peut donc passer à la quatrième et la cinquième, et cette fois-ci, ce sera un peu plus court. La quatrième définition du respect, c'est la crainte du jugement des autres qui conduit à se garder de certains actes. Et ça, c'est vraiment la définition que je mettais sur le respect depuis petit. Et je vous fais une petite parenthèse juste comme ça, mais je vous assure que pendant très longtemps, quand je disais ça, les gens me prenaient pour un fou. Les gens me disaient non, c'est pas vrai, c'est faux, tu penses n'importe comment, etc. Tu penses de manière déraisonnable, ce qui est propre à la folie, justement. Et donc, j'étais énormément jugé et stigmatisé sur ma manière de voir les choses au niveau du respect parce que je n'adopte pas justement
toutes les règles qui sont établies par la société. Et donc, pour eux, je suis hors du respect. Tandis que le respect étant polysémique, n'étant pas dans la crainte du jugement des autres, et donc ne me gardant pas de ces actes-là, je respecte mes décisions, je respecte ma personne, mais je n'adopte pas leurs règles, donc je ne respecte pas leurs règles, donc je ne suis pas dans le respect. Je suis dans mon respect sans être dans le respect des autres. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert et quelque chose que j'ai trouvé important, en tout cas à mettre bien en avant aujourd'hui. À savoir qu'on est tous différents, qu'on a tous des parts de folie, puisqu'on réfléchit tous de manière différente, et que la société devrait beaucoup plus se tourner vers les différences en se rendant compte que vraiment on est tous différents et que c'est normal d'être différent et que ça devrait être une norme. Ceci étant dit, revenons sur la question du respect. La crainte du jugement des autres qui conduit à se garder de certains actes. La crainte, c'est donc un sentiment d'appréhension. L'appréhension étant la peur d'un danger à venir, ce qui est propre, comme on l'a dit, aux projections, donc au MI, à notre manière interpersonnelle d'interpréter les choses, donc à notre manière de voir les choses. Donc par exemple, si on garde l'exemple de l'arbre, parce que je trouve que c'est un assez bon exemple, si un jour vous avez votre voisin qui commence à taper dans l'arbre, vous pouvez avoir un sentiment d'appréhension en vous disant qu'il va arriver quelque chose puisque votre voisin a tapé sur l'arbre et que du coup ça va sûrement mettre en colère la divinité. Et donc vous aurez peur d'un danger à venir et vous allez agir d'une certaine manière parce que vous vous projetez sur ce qui peut se passer. Et tout ça, c'est de la crainte. Ensuite, le jugement. Bon, le jugement, on l'a déjà expliqué, c'est la soumission à une décision, le fait de prendre position sur quelque chose ou quelqu'un, le fait de considérer comme quelque chose, donc d'être dans cette position de domination et de comparaison. Ensuite, on a le fait de conduire. Le fait de conduire, c'est le fait de mener, de diriger, de faire agir et d'entraîner. Donc là, déjà, la crainte du jugement des autres, qui conduit à quelque chose, c'est le fait d'avoir peur, le fait de craindre un danger à venir suite à la prise de position des autres personnes qui pourrait mener à quelque chose, à savoir qui mène ici à se garder de certains actes. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que se garder, ça renvoie directement à la crainte, parce que la crainte conduit au fait de se garder. La crainte étant vos MI, vos mécanismes interpersonnels d'interprétation, qui vous conduisent à vous garder donc au MIO, au modèle interne opérant. Et donc là, c'est très intéressant, la boucle se boucle. Merci Bolby. Se garder, c'est le fait de se protéger, c'est le fait de prendre garde, c'est le fait de conserver en soi. Et se garder, c'est un mécanisme de défense. Mécanisme de défense qui est en lien avec votre sentiment d'appréhension. Vous appréhendez, vous avez peur d'un danger, et donc ce que vous percevez comme dangereux fait apparaître en vous et fait s'exercer, on va dire, certains mécanismes de défense. Et là, en l'occurrence, on parle de respect. À savoir que sous cette définition du respect, la crainte d'un jugement des autres qui conduit à se garder de certains actes, on nous dit que le respect, c'est simplement un mécanisme de défense suite au possible danger que représente la prise de position et la domination des autres sur vous, qui vous pousse à ne pas être vous-même, à garder en vous certains aspects de votre personne, de votre personnalité et de votre être pour ne pas amener le mal vers vous, pour ne pas être en danger, pour faire fuir, pour éloigner ce danger de vous. Et là, c'est très, 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 à mon sens, proche de la réalité et de la vérité que vivent énormément de gens dans cette notion de respect. Beaucoup de gens sont soumis justement à ce respect, sont soumis à cette crainte, sont soumis à cette appréhension du jugement des autres, de la position, de la prise de position des autres, et donc s'inclinent, se sentent dans l'obligation justement d'être serviteurs, de laisser les gens se servir d'eux, de laisser les gens les soumettre, les assujettir. Assujettir et soumission qui nous mène directement à la dernière définition du respect, qui est dans une soumission forcée. Être soumis au respect, être placé dans le respect, tenir dans le respect quelqu'un. La soumission, c'est le fait d'accepter ce contre quoi on se bat, ce contre quoi on a lutté. La soumission, c'est le fait de mettre en état de dépendance. L'état de dépendance, j'en ai parlé sur TikTok quand j'ai fait mes vidéos sur la drogue.
La dépendance qui la différencie de l'addiction, c'est que l'addiction, c'est une maladie. La dépendance, c'est un état. La dépendance, c'est un rapport entre deux choses qui ne peuvent pas être déliées. C'est pour ça que quand on parle de sentiment de dépendance, c'est deux choses qui sont déliées, mais qui, par un biais de sentiment, par quelque chose qui les touche, les lie quand même, ou qui donne l'impression qu'elles sont liées. Dans cette notion de la dépendance, il y a vraiment la notion d'assujettissement, comme on l'a dit, le fait d'être soumis, et la notion d'accoutumance, à savoir le fait de rendre habituel, le fait de rendre normal, le fait de rendre irremplaçable, nécessaire, le fait de se rendre esclave d'un rapport envers la chose envers laquelle, du moins, on se sent ou on est dépendant. Parce que c'est ça la soumission. C'est le fait de ramener à l'obéissance. C'est le fait d'exposer à ce qu'on a subi ou à ce qu'on subit. Lorsqu'on vous soumet à quelque chose, c'est qu'on vous place directement en lien avec quelque chose qui peut vous nuire. Et donc, en définitive, on peut dire que le respect, vis-à-vis de ces deux définitions, c'est à la fois un mécanisme de défense suite à une appréhension de la prise de position ou de la mise en soumission des autres vis-à-vis de vous, qui vous entraîne à vous protéger et à garder en vous des comportements, tout comme ça peut être déjà le fait de subir cette prise de position, cette mise en soumission d'une personne ou d'un groupe extérieur au vôtre, à savoir être sous la domination de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Pour résumer, le respect, ça se décline en 5 définitions, qui est le fait de se sentir, de devoir accepter d'être en accord avec la dignité que l'on cherche ou que l'on retrouve en quelqu'un ou quelque chose, le fait d'affirmer avec véracité son sentiment d'accord avec cette chose ou ce quelqu'un à travers des actes ou des paroles qui sont sociétalement jugées comme morales, comme bonnes, comme acceptables. C'est le fait de consentir que l'on soutient à la position ou à la soumission qu'un groupe ou qu'une personne a sur quelqu'un ou sur quelque chose, avec la préoccupation de ne pas porter atteinte à la personne en face, de ne pas diriger le mal vers cette personne. Et comme on l'a dit, c'est un mécanisme de défense suite à une appréhension de la prise de position ou de soumission des autres qui entraîne à garder en soi des comportements qui seraient jugés comme inacceptables, comme dangereux pour sa vie et pour soi. J'espère que cette vidéo aura été assez compréhensible. J'avoue avoir pris quand même beaucoup de plaisir à la tourner et j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Sur ce, c'est ciao.